Personne ne connaissait son nom. Personne ne savait d'où elle venait. Personne ne savait pourquoi. Un matin froid, il y a 27 ans, une adolescente, le visage baigné de larmes et le regard vide, a été déposée devant la porte d'un orphelinat sans que personne ne vienne la réclamer. Elle n'avait rien. Pas de sac. Pas de famille. Pas de passé. Aucun nom à inscrire dans le registre. Elle était incapable de leur décrire le visage de sa propre mère. Juste un collier de rubis autour du cou. Un rouge profond, un or chaud qu'elle ne pouvait expliquer et qu'elle n'arrivait pas à se résoudre à enlever. Et quelque part à l'autre bout de la ville, une milliardaire se démenait pour retrouver sa fille disparue. Sans jamais imaginer que la jeune fille qu'elle cherchait avait déjà été engloutie par le système. Ayant grandi dans l'invisibilité, comme une inconnue, portant en elle le seul objet qui aurait pu mettre fin à 27 ans de souffrance en un instant. Les années passèrent. Le milliardaire n'a jamais cessé de chercher. La jeune fille n'a jamais cessé de s'interroger. Et le collier ne la quitta plus. Puis, un soir, lors d'une soirée mondaine où se côtoyaient personnalités influentes et champagne hors de prix, une femme en uniforme gris de traiteur a croisé la mauvaise personne. Et tout ce qui était enfoui depuis près de 30 ans s'ouvrit brutalement au grand jour. Elle portait un plateau de coupe de champagne lorsque la femme la plus influente de la pièce se figea. Pas à cause de ce que Grace avait dit. Pas à cause de ce que Grace avait fait. Grace n'était personne à cette fête. Elle faisait partie du personnel. Elle était en arrière-plan. C'était le genre de femme qu'on ignorait sans même s'en rendre compte. Mais Victoria Harrington, 74 ans, à la fortune colossale, fixait quelque chose autour du cou de Grace avec l'air de quelqu'un qui venait de voir un fantôme franchir une porte verrouillée. La salle comptait 500 invités. Lustre en cristal. Un quatuor à cordes. Des arrangements floraux qui coûtent plus cher que le loyer mensuel de Grace. Et au milieu de tout ça, un petit collier rouge était sur le point de révéler un secret si soigneusement dissimulé, si délibérément enfoui, que lorsqu'il serait finalement révélé, personne ne pourrait jamais l'oublier. Certains secrets restent cachés pendant des années. D'autres, pendant des décennies. Celui-là était resté silencieux pendant 27 ans. Ce soir, le silence a pris fin. Salut, les amis. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. Installez-vous confortablement. Déposez ce que vous êtes en train de faire, prenez quelque chose à boire et restez avec moi. Parce que ce que je vais vous raconter est le genre d'histoire qui vous fera ressentir tout un tas de choses à la fois. Vous serez en colère. Vous pleurerez. Vous serez stupéfait. Et quand tout sera fini, vous prendrez du recul et réfléchirez longuement. Revenons maintenant au début. Retournons au début. Grace avait l'habitude de disparaître dans les pièces. Pas de façon magique. Rien qui puisse attirer l'attention ou soulever des questions. Elle avait simplement une face qu'on ne remarque pas. Une voix qu'on ne perçoit pas dans le brouhaha ambiant. Un corps qu'on bouge sans y penser. Comme quand on contourne une chaise ou qu'on enjambe une fissure dans le trottoir. Elle avait 43 ans. Elle habitait dans un petit appartement dont la fenêtre donnait sur un mur de briques. Elle portait un manteau gris en toute saison, car sa doublure était chaude et elle n'avait pas les moyens de le remplacer. Ses mains étaient calleuses à force de faire la vaisselle, de porter des plateaux et de laver les sols. Elle avait 3 emplois. Parfois 4. Et pourtant, chaque mois, l'argent s'épuisait avant le paiement des factures. Mais Grace n'était pas amère. C'était là son étrangeté. Elle avait pourtant toutes les raisons d'être dure, froide et coupée du monde. Elle a grandi dans des foyers d'accueil. Ballottée de foyer en foyer comme un objet dont personne ne voulait vraiment. Elle n'avait pas de mère dont elle se souvenait. Pas de père. Pas de frères et sœurs. Aucune photo d'elle bébé. Personne à qui parler pour son anniversaire. Personne qui lui a jamais dit « Tu ressembles tellement à ta grand-mère » ou « T'as le rire de ton père ». Elle n'avait rien. Rien d'autre que le collier. Il était toujours là. Autour de son cou. Contre sa peau. Chaude même durant les mois les plus froids. Un collier de rubis. Rouge profond. Monture en or. Avec une chaînette délicate qui, miraculeusement, n'avait jamais cédé en toutes ces années. Elle ne se souvenait pas d'une époque sans lui. La première responsable de l'orphelinat lui avait dit qu'elle le portait autour du cou à son arrivée. Personne ne savait d'où il venait. Ça n'avait pas l'air d'inquiéter personne. Mais Grace, elle, y tenait. Il lui arrivait de le prendre dans ses bras. Tard dans la nuit, quand l'appartement était tranquille et que la ville résonnait dehors, elle ressentait ce vide qu'elle ne parvenait pas à nommer. Elle serrait son collier contre elle, comme s'il essayait de lui dire quelque chose. Comme le seul fil qui la reliait à celle qu'elle avait été auparavant. Elle ne l'a jamais enlevé. Même pas pour dormir. La nuit où tout a basculé. Grace travaillait au service de traiteur d'un gala de charité. C'était le genre d'événement dont le coût dépassait son salaire annuel. La salle était immense et baignée d'une lumière dorée. Il y avait des lustres en cristal de la taille de voiture et des arrangements floraux qui coûtaient probablement plus cher que son loyer. Et des femmes en robe qui bruissaient à leurs pas comme si elles étaient faites d'eau. Grace traversait tout ça avec calme et sérénité. Elle portait un plateau d'argent rempli de coupes de champagne. Son uniforme gris était impeccable. Ses cheveux étaient soigneusement tirés en arrière. Elle était bonne pour ça. Au fil des ans, elle avait appris à porter des objets sans les renverser. Sourire sans se faire remarquer. Comment vivre dans une pièce sans s'y fondre.
Elle ignorait que ce soir, pour la première fois de sa vie, quelqu'un allait la remarquer. Victoria Harrington avait 74 ans et elle se déplaçait dans chaque pièce comme si elle lui appartenait. Parce que c'était son habitude. Elle avait bâti son empire de la mode à partir de presque rien. Tout a commencé avec une petite boutique de vêtements qu'elle avait ouverte à 22 ans grâce à un emprunt et une obstination qui effrayaient ceux qui ne la connaissaient pas et impressionnaient ceux qui la connaissaient. À 30 ans, elle était célèbre. À 40 ans, elle était puissante. À 50 ans, son nom était sur des bâtiments. Elle avait une fortune capable de résoudre des problèmes dont la plupart des gens ignoraient même l'existence. Elle avait des avocats disponibles jusqu'à minuit, des médecins qui se déplaçaient à domicile et des assistants capables d'organiser presque n'importe quoi en 1 heure. Elle avait un fils, Ethan, qui gérait les affaires de son empire et que tous s'accordaient à qualifier de brillant et charmant. Et c'était exactement le genre d'héritière qu'une femme comme Victoria aurait dû avoir. Elle avait tout, sauf sa fille. Isabella avait disparu il y a 27 ans. Elle avait 16 ans. Vive, drôle et gentille. Avec des yeux sombres qui transperçaient les gens d'un regard bienveillant et un rire qui remplissait les pièces. Elle avait été tout ce que Victoria n'aurait jamais cru aimer. Au moins, jusqu'à ce qu'elle finisse par aimer. Ils étaient en vacances en famille. Isabella avait été heureuse cette semaine-là. Victoria s'en souvenait très bien. Comme on se souvient parfois de détails qui, plus tard, deviennent insupportables. Elle avait ri la veille au soir, pendant le dîner. Elle avait parlé de la robe qu'elle voulait pour sa prochaine fête d'anniversaire. Celle que Victoria avait déjà commandée chez un bijoutier parisien. Et puis elle a disparu. L'enquête qui a suivi a été la chose la plus douloureuse que Victoria ait jamais endurée. Et pourtant, elle avait enduré bien des souffrances. La police est venue et repartie. Les enquêteurs ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Des nouvelles sont arrivées, mais non menées nulle part. Des sommes colossales ont été dépensées en détectives privés qui, finalement, ont cessé de répondre à ces appels. L'affaire a été classée sans suite. Le monde a continué sa vie. Ethan lui dit doucement qu'elle devait accepter ce qui s'était probablement passé. Que Isabella était partie. Que s'accrocher à elle la rendait malade. Il était temps de lâcher prise. Victoria, elle, ne lâchait jamais prise. Elle a gardé la chambre d'Isabella exactement comme avant. Elle continuait de rémunérer une petite équipe chargée de surveiller les bases de données de personnes disparues à travers le pays. Elle continuait de chercher, de vraiment chercher. Chaque jeune femme qu'elle croisait et qui semblait avoir l'âge requis. Elle étudiait les visages. Elle cherchait quelque chose de familier dans la courbe d'une mâchoire ou l'angle d'un œil. Elle ne l'avait pas trouvé. Pas dans 27 ans. Mais elle n'avait jamais cessé de chercher. Le gala était l'un des événements organisés par Victoria. Une collecte de fonds pour une fondation pour enfants qu'elle avait créée des années auparavant. Elle se tenait au fond de la salle, écoutant poliment un homme qu'elle n'aimait guère parler d'un sujet qu'elle ne comprenait qu'à moitié. Un éclair rouge. Au début, elle a cru que ce n'était rien. Un bijou sur l'un des invités. Peut-être que la lumière du lustre se reflétait sous un certain angle. Elle s'est retournée vers l'homme qui parlait. Mais son regard s'est détourné de nouveau. Une femme, vêtue d'un uniforme gris de serveuse, circulait entre les tables avec un plateau de service. Ses cheveux étaient relevés. Elle ne regardait personne en particulier. Elle faisait juste son travail. Elle se déplaçait en silence, comme on l'avait appris à le faire lors de ces événements. Comme un meuble. Presque comme un objet utilitaire, invisible par ailleurs. Sauf le collier. Victoria a retenu son souffle. Elle connaissait ce collier. Elle en connaissait chaque courbe. Chaque détail. Elle avait passé des heures avec le bijoutier à peaufiner le dessin. Choisissait la teinte exacte du rubis. Elle a approuvé le sertissage de l'or. Elle a exigé de petites retouches jusqu'à ce que ce soit parfait. Elle avait tenu entre ses mains avant qu'il ne soit emballé et offert. Elle l'avait vu une dernière fois autour du cou sa fille, le matin de la disparition d'Isabella. Il n'existait aucun autre collier semblable au monde. Elle en était certaine. Le bijoutier l'avait confirmé. Il n'y en avait qu'un. Il était autour du cou d'une femme qui portait des coupes de champagne dans une salle de bal. Victoria ne réfléchissait pas. Elle ne planifiait rien. Elle ne calculait rien et ne se comportait pas comme elle avait passé sa vie à apprendre à le faire. Elle a juste bougé. Stop. Sa voix est sortie plus fort qu'elle avait voulu. Ou peut-être que c'était exactement le volume nécessaire. Le mot a interrompu 3 conversations et a atteint les oreilles de la femme sur le plateau. Celle-ci s'est arrêtée, s'est retournée et a regardé Victoria avec une confusion polie. « Madame » a dit la femme. Victoria s'est approchée d'elle. Le silence commençait déjà à s'installer dans la pièce. Les gens se retournaient. Car lorsque Victoria Harrington interrompait une conversation et s'éloignait à une telle vitesse, on ne pouvait s'empêcher de la regarder. Victoria s'est arrêtée net devant la femme et a fixé le collier. De près, il n'y avait aucun doute. Absolument aucun. C'était bien le même collier. Elle pouvait distinguer la minuscule marque sur la monture en or qu'elle avait expressément demandée. Un œil, une lettre minuscule, à peine visible à moins qu'elle ne sache où elle était, intégrée au motif comme une signature cachée. Ce collier, a dit Victoria. Sa voix tremblait. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas entendu sa propre voix trembler. Ce collier appartient à ma fille disparue.
Un silence complet s'installa dans la pièce. Grace, car c'était le nom sous lequel elle avait toujours vécu, regardait la femme plus âgée devant elle. Elle a senti le sang couler de son visage. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle ne connaissait pas cette femme. Elle ne l'avait jamais vue avant ce soir. « Je suis désolée, » a dit Grace avec précaution. « Je crois que vous vous trompez. Ce collier m'appartient depuis mon enfance. »« Il n'a pas été fait pour vous, » dit Victoria. « Il a été fait pour ma fille, pour son 16e anniversaire. Il n'existe aucun autre collier comme celui-ci. Nulle part. Ça ne peut pas exister sur le cou de quelqu'un d'autre, à moins que... » Elle s'interrompit. Un sentiment lui traversa le visage. Pas de la colère, mais quelque chose de bien plus vieux et de bien plus profond. Quelque chose qui attendait depuis 27 ans de se transformer autrement qu'en chagrin. « Où l'as-tu eu » demanda-t-elle. « Je l'ai toujours eu » a répondu Grace d'une voix faible et un peu craintive, mais aussi sincère, d'une manière que Victoria ressentit. « J'ai grandi en famille d'accueil. Je l'avais autour du cou quand je suis arrivée à l'orphelinat. Je ne l'ai jamais enlevé. » La pièce était devenue si silencieuse que les gens ne bougeaient presque plus. Puis, du fond de la pièce, une voix ferme et assurée a percé le silence. « Maman, ça suffit. » Ethan Harrington avait 50 ans et un visage qui inspirait immédiatement confiance, une qualité qu'il avait cultivée pendant très longtemps. Il était grand et élégant, avec des boucles d'oreilles argentées et une sérénité rassurante pour les membres des conseils d'administration. Il avait dirigé l'Empire Harrington pendant des années, gérant les aspects juridiques, financiers et de communication, toutes les responsabilités que Victoria lui avait progressivement déléguées avec l'âge. Il excellait dans ce domaine. Tout le monde le disait. Il a traversé la pièce d'un pas assuré et détendu, comme toujours. Avec la même douceur, la même décontraction, comme s'il avait déjà anticipé l'issue de chaque situation. Il s'est placé à côté de Victoria et a souri à Grace. Un sourire très convaincant. « Je m'excuse pour le dérangement », a-t-il dit à Grace. « Ma mère a pas mal souffert. J'espère que vous comprendrez. » Il prit Victoria doucement par le bras. « Viens maman, allons dans un endroit plus calme. »« Je ne vais nulle part, » a dit Victoria d'une voix ferme. Le sourire d'Ethan est resté inchangé, mais quelque chose a changé dans son regard. Un bref instant, une lueur fugace, si fugace que seul un observateur attentif l'aurait perçue. Grace l'aperçut. Elle ne savait pas pourquoi. Elle n'aurait pas pu l'expliquer. Mais quelque chose dans la façon dont cet homme avait traversé la pièce, ce calme si particulier, cette manière si précipitée de se déguiser, lui avait donné la chair de poule. « C'est manifestement une arnaqueuse », dit Ethan d'un ton léger, toujours souriant. « Quelqu'un qui essaie de profiter d'une personne vulnérable. »« Ce n'est pas une arnaqueuse », a répondu Victoria. Et sa façon de le dire était si assurée, si irréfutable, qu'Ethan se tut. Victoria a regardé Grace, pas au loin comme tout le monde la regardait, mais droit dans les yeux. « J'aimerais vous parler en privé, » dit-elle, « si vous le souhaitez. » Grace a regardé cette femme puissante, élégante, tremblante, aux yeux farouches et au visage marqué par une douleur qui semblait y vivre depuis des décennies. Et quelque chose s'est produit en elle, une sensation indéfinissable, comme une porte qui s'entr'ouvre. Elle n'avait jamais connu ce grincement. « D'accord, » dit Grace, « je suis d'accord. » Le domaine Harrington se trouvait derrière un portail, au bout d'une longue allée bordée d'arbres si hauts. On se serait cru dans un autre pays. Grace s'est installée à l'arrière de la voiture que Victoria avait fait venir la chercher le lendemain matin. Elle regardait les arbres défiler par la fenêtre et essayait de calmer la sensation étrange qui lui tordait l'estomac. Elle s'était mise en arrêt de travail pour ses autres emplois. La nuit précédente, elle était assise dans son appartement, incapable de dormir, le collier serré entre ses mains. Elle repensait à l'expression de cette femme, non pas à la puissance, ni à l'argent, mais à l'amour brut, sincère et désespéré qui s'y lisait. Personne ne l'avait jamais regardée ainsi. Elle ne savait pas comment réagir. La maison était plus grande que tout ce qu'elle avait imaginé. Pas seulement grande, mais vivante, comme le sont les maisons lorsqu'elles sont chargées d'histoire et d'années. Il y avait des tableaux aux murs, des fleurs, de grands vases et des tapis si épais que même les chaussures les plus lourdes s'y enfonçaient. Une femme la menait dans le corridor jusqu'à un salon où Victoria l'attendait déjà. Victoria s'est levée à l'entrée de Grace. Elle ne portait aucun bijou et ses cheveux étaient lâchés. D'une certaine façon, elle paraissait à la fois plus vieille et plus authentique que dans la salle de bal. « Merci d'être venue, » dit-elle. « Merci pour l'invitation, » a répondu Grace. Elles s'assirent l'une en face de l'autre, et pendant un instant, aucune des deux ne parla. Ce silence n'était pas gênant. C'était le genre de silence qui s'installe quand deux personnes cherchent leurs mots. « Parlez-moi de vous », a fini par dire Victoria. Dès le départ, tout. Alors Grace l'a fait. Elle a raconté à Victoria son expérience dans la première famille d'accueil, où la responsable était gentille mais débordée, avec trop d'enfants et un manque de tout. Elle lui a parlé de la deuxième et de la troisième famille. Elle lui a parlé de l'orphelinat, un édifice gris aux longs corridors et aux petites fenêtres, où elle était arrivée enfant, sans aucun souvenir de ses origines. Elle lui a raconté comment le collier avait toujours été là, comment, au fil des années, elle avait demandé maintes fois si quelqu'un connaissait son passé et avait toujours reçu la même réponse.
on ne sait pas, les discons. Disparu. Victoria écoutait sans interrompre, mais ses mains, posées sur ses genoux, ne restaient pas immobiles. Quel âge aviez-vous quand vous êtes arrivé à l'orphelinat? Demanda-t-elle. Ils ont estimé que j'avais environ 16 ou 17 ans, a dit Grace. J'avais perdu la mémoire. Temporairement, ont-ils dit. J'étais incapable de leur dire mon nom. Je ne pouvais rien leur dire. Après un certain temps, la plupart des souvenirs sont revenus, je crois, mais pas ceux d'avant. Ça ne concernait pas qui j'étais avant d'arriver là-bas. Victoria est restée longtemps silencieuse. Tes yeux, dit-elle finalement. Sa voix n'était qu'un murmure. Je suis restée assise ici à essayer de comprendre pourquoi je ne peux pas détacher mes yeux de tes yeux. Grace attendit. Isabella avait ces yeux-là, dit Victoria. Cette teinte précise, cette forme précise. Je n'ai pas revu Dieu pareil depuis que je l'ai perdu. Durant la semaine suivante, Victoria a invité Grace au domaine tous les jours. Elle se disait qu'elle ne faisait que recueillir des informations. Elle se disait qu'elle était prudente, rationnelle, qu'elle ne laissait pas l'espoir l'emporter sur les faits. Elle se répétait des choses sensées dans le calme du matin, quand elle n'arrivait pas à dormir, mais la vérité était tout autre. Parce que plus elle passait de temps avec Grace, plus elle remarquait des choses qu'elle ne pouvait expliquer. Comme la façon dont Grace penchait la tête sur le côté quand elle réfléchissait intensément. Isabella l'avait fait. La façon dont Grace fredonnait doucement sans s'en rendre compte quand elle se concentrait. Isabella l'avait fait aussi. La façon dont Grace l'a dit, enfin, le truc, c'est que, avant d'affirmer une idée qui lui tenait à cœur, comme si elle avait besoin de la laisser mûrir un peu avant de la lancer. Victoria avait entendu cette phrase exacte, sur ce même ton, de la bouche d'Isabella un nombre incalculable de fois. Et puis, il y avait tout le reste. Les éléments matériels. Les choses qu'on ne pouvait pas expliquer aussi facilement. La ressemblance dans leurs mains. La façon dont elles tenaient leur tasse à café. La petite cicatrice au-dessus du sourcil droit de Grace, correspondant à la description dans le dossier médical que Victoria avait conservé depuis l'enquête. Une chute, à l'âge de 12 ans, d'Isabella contre le coin du comptoir de la cuisine. Grace ignorait tout cela. Elle ne savait pas qu'on l'observait, qu'on la mesurait et qu'on la comparait. Ou peut-être qu'elle le savait au fond d'elle, puisqu'elle revenait sans cesse. Elle revenait chaque jour. Pendant ce temps, dans un autre quartier de la ville, Ethan Harrington passait des coups de fil. Il en avait passé beaucoup depuis la soirée du gala. Sa voix durant ses appels était toujours calme et maîtrisée. Car la voix d'Ethan était toujours calme et maîtrisée. Mais ses interlocuteurs pouvaient percevoir quelque chose sous cette apparente maîtrise. Quelque chose de tendu, d'urgent et d'angoissant. Il avait embauché des détectives. Il surveillait Grace. Il surveillait aussi sa mère. Il recevait des mises à jour quotidiennes sur les discussions au domaine, les allées et venues et les documents demandés par sa mère. Ethan avait toujours été très bon pour gérer les situations. Il avait passé toute sa vie d'adulte à faire exactement cela. On disait que c'était juste une situation de plus. Il se disait qu'il pouvait y faire face. Il se l'était déjà dit. Maintenant, mes amis, je vous demande de rester tout près de moi. Parce que ce que Victoria a découvert ensuite est la partie de cette histoire qui vous laissera bouche bée. Avant de continuer, si vous suivez cette histoire depuis le début, partagez-la sans plus attendre avec vos proches. Envoyez-la à un ami. On aimerait bien lire vos commentaires. Dites-nous ce que vous ressentez en ce moment. Avez-vous déjà des soupçons concernant Ethan? Laissez un commentaire. Nous les lirons. Bon, retournons à Victoria. Parce qu'elle venait de trouver quelque chose. Victoria avait gardé une boîte. C'était une grosse boîte, très lourde, qui avait passé 27 ans dans un coin d'un bureau privé. Elle contenait tous les éléments de l'enquête sur la disparition d'Isabella, tous les rapports, toutes les déclarations, tous les documents qu'on lui avait remis. Elle ne l'avait pas ouvert depuis des années. Elle n'avait pas pu. Elle l'ouvrit maintenant. Elle a passé 3 jours à le parcourir, page par page, seule. Elle n'en a rien dit à Ethan. Elle n'en a rien dit à son assistante. Assise par terre dans son bureau, entourée de papiers, elle lut tout ce qu'elle n'avait pas pu lire depuis 10 ans. Et elle y trouva un nom, l'inspecteur Raymond Carter. C'est lui qui avait mené l'enquête initiale. C'est lui qui lui avait dit, 6 mois après la disparition d'Isabella, que l'enquête était au point mort, qu'ils avaient tout fait pour la retrouver et qu'il était désolé. Il avait pris sa retraite 11 ans auparavant. Victoria avait engagé un détective privé pour retrouver son adresse en moins de 24 heures. Elle s'y était rendue en char, chose qu'elle ne faisait presque plus. Raymond Carter a ouvert la porte d'une petite maison au jardin un peu envahie par la végétation, où vivait un chien qui a aboyé une fois avant de se rendormir. Il avait plus de 70 ans, une carrure imposante et un visage marqué par des années d'épreuves qu'il aurait préféré ne jamais voir. Quand il a vu Victoria, il est devenu livide. « Madame Harrington, dit-il. J'ai besoin que tu me dises la vérité, a répondu Victoria. Pas ce que tu m'as dit à l'époque. La vérité. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il recula de l'encadrement de la porte. Entrez, je vous conseille, dit-il. Voici ce que Raymond Carter a raconté à Victoria, assis à sa table de cuisine, son chien à ses pieds et les mains crispées sur une tasse qu'il n'utilisait jamais. L'enquête progressait bien. Pendant les 3 premiers mois, ils avaient pu se faire une idée précise des événements.
Il y avait des pistes. Il y avait des témoins. Il y avait un fil conducteur qui, s'il avait été suivi attentivement, aurait permis de tout élucider. Puis il a reçu un appel. Il refusait de nommer la personne au téléphone, même maintenant. Il disait seulement qu'il s'agissait de quelqu'un de très puissant, lié à la famille Harrington d'une manière qui lui permettait de causer de sérieux problèmes à Raymond Carter, tant sur le plan personnel que professionnel, et d'affecter sa famille. Ils m'ont dit de classer l'affaire, a-t-il déclaré. Ils m'ont dit que les pistes étaient des impasses. Ils m'ont fourni de nouveaux témoignages. Des déclarations modifiées par rapport aux originales, qui indiquaient clairement ce qui se passerait si je persistais. Les mains de Victoria sont restées immobiles sur la table. « Saviez-vous qui vous protégiez » demanda-t-elle. Raymond Carter la regardait, et son visage exprimait 27 ans d'une émotion qui n'était ni tout à fait de la culpabilité ni tout à fait de la honte, mais qui était faite de la même matière. « J'avais des soupçons, » dit-il. Raymond Carter a donné un nom à Victoria avant son départ. Margaret Ellis, une infirmière à la retraite qui avait travaillé dans un hôpital 27 ans auparavant. Raymond l'avait interrogée lors de l'enquête, puis on lui avait demandé de rayer son nom des dossiers. Il s'était exécuté, mais il avait gardé l'entrevue originale cachée dans un dossier au fond d'une cabane chez lui. Même un homme qui a mal agi conserve parfois des preuves qu'un jour il pourrait bien agir. Margaret Ellis avait 68 ans et vivait seule. Lorsque Victoria l'a trouvée, elle était assise dans un petit salon, une couverture sur les genoux, malgré la chaleur, comme certaines personnes s'assoient après avoir longtemps porté un objet lourd et froid. Elle n'a pas eu besoin d'être convaincue pour parler. « J'attendais que quelqu'un me le demande », a-t-elle simplement dit. « J'ai abandonné tout espoir il y a longtemps, mais je n'ai jamais oublié. » Voici ce qu'elle a décrit. Il y a 27 ans, une ado avait été amenée à l'hôpital tard dans la nuit. Elle était blessée. Pas grave, mais elle avait des ecchymoses et une blessure à la tête qui avait beaucoup saigné. Elle était désorientée. Elle ne pouvait pas dire son nom ni d'où elle venait. Les infirmières estimaient son âge entre 15 et 17 ans. La fille portait un collier de rubis. On a essayé de découvrir son identité, a dit Margaret. On l'a gardée 2 jours. À la fin du 2e jour, 2 hommes sont venus à l'hôpital. Ce n'étaient pas des policiers. Ils portaient des badges, mais j'ai vu celui de l'un d'eux de près et ça m'a paru suspect. Ils ont dit qu'ils prenaient la petite fille en charge. Ils ont dit que sa famille avait été retrouvée. Ils semblaient très sûrs d'eux et très officiels, et comme j'étais jeune, je les ai crus. Mais, selon Victoria, la petite avait peur d'eux, a ajouté Margaret. Elle n'a pas beaucoup parlé parce qu'elle ne se souvenait plus de grand-chose, mais elle s'est dégagée d'eux. Elle m'a regardé avant qu'il ne l'emmène, juste une seconde, et je n'ai jamais oublié ce regard. Margaret baissa les yeux sur ses mains. 2 semaines plus tard, j'ai essayé de trouver le dossier de la fille. Son admission, les soins qui lui avaient été prodigués, les détails que nous avions consignés, tout avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. La piste menait à l'orphelinat où Grace avait grandi. Victoria est arrivée avec ses avocats et une autorisation qu'elle avait patiemment constituée pendant plusieurs jours. Une autorisation qui impliquait d'ouvrir des portes, de déverrouiller des armoires et de répondre à des questions. Ce qu'elle a découvert dans les archives, de vieilles boîtes entreposées dans une pièce humide du sous-sol qui sentait la poussière et le vieux papier, était un dossier incomplet. La plupart des articles avaient disparu, mais certains subsistaient, peut-être négligés, peut-être simplement oubliés. Une jeune fille est arrivée à l'orphelinat il y a 27 ans, sans papier d'identité. Âgée d'environ 16 à 17 ans, cheveux foncés, yeux bruns foncés, sans aucun souvenir de sa famille, sans nom, elle ne possédait qu'un collier de rubis sur une chaîne en or. On lui avait donné le nom de Grace, faute de mieux. On lui avait attribué une année de naissance approximative et on l'avait inscrite dans le système sous ce nom, effaçant ainsi le mystère de ses origines grâce à une paperasserie conçue pour faciliter le traitement des enfants dans un système toujours saturé. Elle y avait grandi, puis avait atteint l'âge limite. On lui avait dit que son dossier était perdu. Elle l'avait cru, faute de raison d'en douter. Victoria est restée assise longtemps dans le sous-sol de cet orphelinat après que les avocats eurent terminé leur travail. Assise sur les genoux, un dossier ouvert, une simple feuille de papier, contenait la description d'une jeune fille arrivée sans rien d'autre qu'un collier et un trou béant à la place de sa mémoire. Et Victoria crut qu'elle était vivante. Tout ce temps-là, elle l'avait été. Et quelqu'un a fait en sorte que je ne la retrouve jamais. Victoria est retournée à la maison et a appelé son avocate financière de confiance, Catherine, qui travaillait avec elle depuis 30 ans et qui, pendant tout ce temps, avait prouvé qu'on pouvait lui faire confiance en toutes circonstances. « Il faut que tu retournes dans le passé », lui a dit Victoria, 27 ans en arrière. « Je dois comprendre ce qu'il est advenu du domaine familial après la disparition d'Isabella. » Catherine est revenue 48 heures plus tard, le visage préoccupé et le visage marqué par une profonde tristesse. Voici ce que révélait le document. Au moment de la disparition d'Isabella, le fonds en fiducie familiale Harrington avait été structuré d'une manière particulière. Ethan et Isabella y étaient tous deux désignés comme bénéficiaires futurs. L'héritage d'Isabella, comprenant une part importante des parts de l'entreprise, lui aurait été versé à son 21e anniversaire. Quand Isabella a disparu et a finalement été déclarée légalement morte après des années d'absence, tout a disparu, Ethan. Absolument tout. Un seul nom. Un seul bénéficiaire.
Une seule personne qui a profité, au sens financier du terme, de la disparition d'une jeune fille de 16 ans. Ça prouve rien, a dit Catherine avec prudence. Pas légalement. Pas encore. Non, Victoria était d'accord, mais c'est une raison. Elle le dit à voix basse. Comme on dit des choses qu'on sait déjà, mais qu'on veut pas savoir. Il s'appelait Walter. Il avait 81 ans et avait été chauffeur pour la famille Harrington pendant 12 ans, y compris l'année de la disparition d'Isabella. Il avait quitté leur service peu après sa disparition. L'atmosphère familiale avait changé. Il a dit à Victoria que lorsqu'elle l'a retrouvé, il n'a plus ressenti la même chose. Il habitait un petit appartement au-dessus d'une quincaillerie, entouré de plantes et de vieilles photos. Il a invité Victoria à entrer et lui a fait un thé qu'elle n'a pas bu. Et il lui a confié des choses qu'il gardait en secret depuis très longtemps. Le jour de la disparition d'Isabella, Walter avait conduit la famille à destination. Pendant le trajet, une chicane avait éclaté. Pas toute la famille, juste Ethan et Isabella à l'arrière. Il en avait entendu des bribes, même s'il avait essayé de ne pas écouter. Isabella avait trouvé quelque chose. Il ne savait pas pourquoi, mais elle était bouleversée. Pas bouleversée au point de pleurer, mais bouleversée par la colère. Le genre de colère qui naît de la découverte d'une chose vécue comme une trahison. Ethan était resté bien calme. Il était toujours bien calme. Ils étaient arrivés. La famille s'était dispersée pour la soirée. La dernière fois que Walter a vu Isabella, elle marchait avec Ethan vers une partie du terrain loin du bâtiment principal. Le lendemain matin, elle avait disparu. Walter avait été interrogé par la police. Il leur avait dit ce qu'il disait maintenant à Victoria, mais ses déclarations originales, les vraies, n'apparaissaient dans aucun document de l'enquête. Ils avaient été remplacés par une version plus courte et simplifiée, indiquant seulement qu'il avait conduit une famille et n'avait rien d'autre à ajouter. « Je me suis toujours posé la question, » dit Walter. « Si j'avais dû en faire plus, en dire plus, insister davantage. »« T'as dit la vérité, » a dit Victoria. D'autres ont choisi de l'étouffer. Walter hocha lentement la tête. Puis il a regardé avec le regard prudent d'un vieil homme qui a gardé des secrets trop longtemps. « Le jeune maître, » dit-il. Il n'en savait plus qu'il ne le disait. J'en ai toujours été convaincu. Il avait ce regard, celui de quelqu'un qui attend de voir si ses actions vont se retourner contre lui. Maintenant, mes amis, je vous invite à prendre une grande inspiration, car nous allons aborder le cœur de cette histoire, celle qui explique tout. Et je vous le promets vraiment, une fois qu'on aura fini, vous ressentirez toutes les émotions possibles. Avant ça, n'hésitez pas à commenter dès maintenant. Êtes-vous choqué? Avez-vous soupçonné Ethan dès le début? Faites-le nous savoir dans les commentaires. On les lit tous. Et si vous n'avez pas encore partagé cette histoire, faites-le maintenant, car la suite est tellement incroyable que personne ne la croira avant de l'avoir lue. Bon, reprenons. Victoria a organisé le test d'ADN discrètement. Elle n'en a rien dit à Ethan. Elle n'en parla à personne dans la maison, sauf à Catherine, qui géra l'organisation avec le même professionnalisme et la même rigueur qu'elle mettait dans tout ce qu'elle entreprenait. Grace accepta sans hésiter. Assise dans le petit cabinet médical pendant l'examen, elle est restée immobile, le dos bien droit, adoptant la posture qu'elle avait apprise au fil des ans, seule. Victoria attendait dans la salle d'attente à l'extérieur. Ils n'avaient pas parlé de ce qu'ils espéraient des résultats. Ils n'en avaient pas eu besoin. L'échantillon a été envoyé à 2 laboratoires différents pour confirmation. Les résultats étaient attendus dans 10 jours. Le 4e jour, Ethan est arrivé à la propriété sans prévenir. Victoria s'y attendait, pas au moment précis, mais à l'événement lui-même. Le moment où Ethan ne pourrait plus gérer la situation à distance et devrait venir en personne. Il est entré dans son bureau, s'est assis en face d'elle, a croisé les jambes et l'a regardée avec le visage impassible qu'il avait toujours arboré. Le visage qui disait que tout allait bien. J'y ai réfléchi. Tout va bien. J'ai entendu des choses, dit-il, à propos de la femme du gala, sur la tournure que prennent les événements. Et vous? Demanda Victoria. Maman, je m'en fais pour vous. Cette femme a découvert qui vous êtes et elle fait exactement ce que font les gens dans sa situation. Elle vous dit ce que vous voulez entendre. Elle a trouvé un collier quelque part, l'a acheté, l'a hérité, qui sait, et elle s'en sert pour. Elle ne l'a pas trouvé, a dit Victoria. Elle le portait depuis son arrivée dans un orphelinat, sans aucun souvenir ni nom. Elle avait alors 16 ou 17 ans. Il était autour de son cou. Ethan resta silencieux un instant. Ça veut pas dire. J'ai été à l'orphelinat, dit Victoria. J'ai parlé à Raymond Carter. J'ai parlé à l'infirmière de l'hôpital. J'ai consulté les documents financiers d'il y a 27 ans. Le silence qui a suivi était différent des autres silences. Elle avait une forme. Elle avait du poids. Ethan décroisa les jambes. Il les franchit de nouveau. Un petit changement, presque imperceptible, est apparu sur son visage. Pas suffisant pour quiconque ne le connaissait pas, mais Victoria, elle, le connaissait depuis toujours. Je vois, dit-il. Les résultats des analyses d'ADN seront disponibles dans 6 jours, a expliqué Victoria. J'aimerais que vous soyez là à leur réception. Ethan se leva. Il a lissé sa veste. Il a regardé sa mère de ses yeux calmes, et derrière ce calme apparent, elle pouvait maintenant le voir.
Elle le voyait si clairement maintenant. Quelqu'un a vécu là pendant 27 ans. Bien sûr, dit-il. Tout ce dont vous avez besoin. Il est parti et Victoria est restée seule dans son bureau, sentant la vérité s'abattre sur elle avec une froideur implacable. Les résultats sont arrivés le 10e jour, mais la veille, un autre événement survint. Une enveloppe s'est glissée sous la porte du bureau de Catherine. À l'intérieur, une clé USB. Sur la clé se trouvait un enregistrement. Enregistrement audio de 17 minutes, de piètre qualité et grésillante. Il a été fait avec un petit appareil courant il y a 27 ans. La qualité sonore était mauvaise, mais les voix restaient assez claires. 2 voix masculines. L'une était plus jeune, l'autre plus âgée. La plus jeune voix a dit qu'elle avait trouvé les documents. Elle allait le dire à ma mère. Je ne pouvais pas laisser faire ça. La voix plus vieille a demandé, « Que as-tu fait exactement ?» Un silence. Il y a eu un accident. Elle est tombée. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. J'ai paniqué. Je t'ai appelé parce que je savais plus quoi faire. Et la petite fille? Elle est vivante. Elle est blessée. Elle ne sait pas qui elle est en ce moment. La blessure à la tête a causé quelque chose. Elle ne s'en rappelle pas. Un long silence. Alors on peut gérer ça. La voix plus vieille dit, on peut la faire disparaître sans laisser de traces. Sans laisser de corps. Aucune trace. Disparue, tout simplement. Elle réapparaît quelque part, sans souvenir, sans nom et sans aucun lien avec votre famille. Elle devient une personne. La voix plus jeune a mis du temps à répondre. C'est ma sœur. Elle a finalement dit, elle allait prendre la moitié de tout ce que tu vas hériter. La voix plus âgée a simplement ajouté. Et puis, l'enregistrement s'est arrêté. Catherine resta assise longtemps, les mains à plat sur son bureau, avant d'appeler Victoria. L'enveloppe contenait aussi une clé. Il a fallu 3 jours à l'équipe juridique de Catherine et Victoria pour identifier le coffre-fort qu'elle ouvrait. Lorsqu'ils l'ont trouvé dans une banque qui avait changé de nom 2 fois en 27 ans, mais qui avait conservé ses archives, son contenu a été soigneusement placé sur une table et photographié avant que quiconque n'y touche. À l'intérieur se trouvaient les documents originaux de l'enquête de police. Les vrais. Les versions antérieures aux déclarations ont été modifiées et les preuves ont été dissimulées. Il y avait des photographies. Il y avait des dépositions signées de témoins. Sur l'enregistrement figurait une confession manuscrite du vieil homme, rédigée, semblait-il, comme une sorte de garantie. Parfois, quand on sait qu'on commet un acte terrible, on le consigne par écrit, comme si ce document pouvait un jour nous disculper. Son nom était inscrit au bas de la page. Sa profession était indiquée sous son nom. Il a été conseiller juridique principal de la famille Harrington pendant 30 ans. Il était décédé 4 ans auparavant, mais il avait laissé le coffret et la clé avaient suivi un chemin précis. Il leur faudrait des mois pour démêler le contenu d'une enveloppe glissée sous une porte, 9 jours après l'envoi d'un test d'ADN à 2 laboratoires différents. Quelqu'un voulait que cette enveloppe soit retrouvée. Quelqu'un attendait le moment opportun. Victoria avait demandé à Grace de venir au domaine le matin où les résultats arriveraient. Grace est arrivée vêtue de son manteau gris, celui qu'elle portait en toute saison. Elle s'est assise en face de Victoria à la table du salon où elles avaient leur première conversation. Le collier était autour de son cou. La lumière du matin entrait par la fenêtre et les enveloppait tous les deux d'une douce lumière. L'enveloppe était posée sur la table entre eux. Pendant longtemps, aucun des deux n'a bougé pour l'ouvrir. Quoi qu'il y ait d'écrit, dit finalement Grace, je veux que tu saches que ces semaines ont été. Elle s'interrompit, puis reprit, personne ne m'a jamais regardé comme tu me regardes. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. Les yeux de Victoria brillaient d'une émotion qu'elle dissimulait avec une extrême précaution. Quoi que ça dise, répondit-elle, je connais déjà la vérité. Je le sais depuis des semaines. Mon corps le sait depuis cette nuit dans la salle de bal. Elle a ramassé l'enveloppe. Elle l'ouvrit. Elle l'a lue une fois. Puis elle le posa à plat sur la table et le lissa entre ses mains comme s'il s'agissait d'un objet précieux. Il y a 99,998% de chances qu'il s'agisse d'une relation mère-fille biologique. Grace était Isabella. Isabella était Grace. Elle avait vécu tout ce temps. 27 ans de vie, seule, portant un collier, seul lien avec la vie qui lui avait été volée en une seule nuit terrible, alors qu'elle avait 16 ans. Victoria tendit la main par-dessus la table et prit celle de Grace dans les siennes. Grace, qui avait passé 43 ans sans être tenue dans les bras, sans être reconnue, sans appartenir à personne, resta immobile un instant, puis quelque chose en elle, longtemps crispé, se relâcha. Elle n'a fait aucun bruit. Mais les larmes coulaient rapidement et en silence. Comme l'eau qui se libère enfin de ce qui la bloquait. Victoria s'est pris les mains et a pleuré elle aussi. Ouvertement, sans la moindre dignité, sans se soucier le moins du monde de la dignité. Et pour cette raison, c'était l'une des choses les plus dignes qu'elle ait jamais faites. Ethan a été convoqué au domaine cet après-midi-là. Il est arrivé accompagné de son avocat, qui a révélé à Victoria la nature de son appel. Il avait deviné, on le lui avait dit, ou bien son esprit calculateur et méthodique, aiguisé par la nature même de sa vie, avait fait les calculs et trouvé la réponse avant même qu'elle ne la lui donne. Il s'assit. Il demeurait très calme, ou plutôt, il affichait un calme forcé, comme on porte un manteau devenu trop petit. Le calme cache les formes,
mais on devine la tension aux coutures. Victoria a mis les résultats des analyses d'ADN sur la table. Elle a ensuite mis le contenu du coffre-fort à côté. Finalement, elle a posé la transcription de l'enregistrement audio. Ethan a longuement regardé les objets posés sur la table sans dire un mot. J'avais 17 ans, finit-il par dire d'une voix faible. J'ai pris une décision qu'un gars de 17 en aurait jamais dû avoir à prendre. Vous avez pris une décision. Victoria a donné son accord, puis tu en as pris une autre, et encore une autre. Pendant 27 ans, tu as pris la décision chaque jour de laisser ta sœur vivre comme une inconnue pendant que tu vivais pleinement. Ethan est resté silencieux. Je ne savais pas qu'elle avait survécu, dit-il. Pas au début. On m'a dit qu'on s'occuperait d'elle, qu'on la placerait quelque part. Je me suis dit que ça suffisait. Je me disais qu'elle était vivante et en sécurité, et c'était tout ce qui comptait. J'y croyais parce que j'en avais besoin. Elle n'était pas en sécurité, a dit Victoria. Elle était toute seule. Elle était sans abri à l'adolescence. Elle a travaillé 3 emplois pendant des années. Elle n'a rien eu. Ethan regarda la table. Je sais, a-t-il dit très doucement. Je sais. Grace n'était pas présente à ce moment-là. Victoria ne le lui avait pas demandé. Ce rôle n'était pas pour Grace. Ce rôle, Victoria devait le jouer seule. En tant que mère, en tant que femme trompée pendant 27 ans par la seule personne au monde en qui elle avait une confiance absolue après la disparition d'Isabella. Les autorités seront contactées aujourd'hui, a déclaré Victoria. La procédure légale suivra son cours. Mais j'aimerais vous dire quelque chose avant que tout ça commence. Elle a regardé son fils. Je t'aimais, dit-elle. Je t'aime encore, comme une mère aime son enfant, même quand celui-ci a commis l'impardonnable. Mais je ne te pardonnerai jamais et tu passeras le reste de ta vie à savoir que, par ton choix, ta sœur a passé 27 ans à rien vivre. C'est un fardeau que tu porteras. Je ne peux ni l'alourdir ni l'effacer. Je voulais juste que tu saches que je sais. Ethan ne dit rien. Il est resté assis là, accablé par le poids de ses actes, un poids qu'il ne lui avait apparemment jamais ressenti auparavant. Ou peut-être que la pression avait toujours été aussi forte et qu'il s'était tellement habitué à ne plus la sentir qu'il avait oublié ce que c'était que de la ressentir à nouveau. Elle est revenue tout d'un coup. L'affaire est devenue publique, comme c'est inévitable dans ces cas-là. Trop important pour rester contenu. Trop remarquable pour rester silencieux. Tout a commencé avec des journalistes qui avaient été mis au courant. Puis un document juridique devenu public. Puis une déclaration de l'équipe juridique de Victoria. Puis l'enregistrement obtenu par des voix détournées qui ferait l'objet de débats judiciaires pendant des années. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, partout à la fois. Comme un feu de forêt qui se propage sur un sol longtemps desséché. La fille. Le collier. Les 27 ans. Le frère. La dissimulation. L'orphelinat. Le détective. L'infirmière. L'enregistrement. La boîte. On n'arrêtait pas d'en parler. Pas seulement d'une fortune colossale. Pas seulement un scandale. Mais l'élément humain au cœur de tout cela. Une femme en manteau gris. Portant un plateau de coupe de champagne. Un collier qu'elle n'avait jamais quitté. Une mère qui n'avait jamais cessé de chercher. Grace, Isabella, n'a pas parlé aux médias. Elle a demandé le respect de sa vie privée et l'équipe juridique très compétente et très coûteuse de Victoria s'est assurée qu'elle obtienne. Au moins autant que possible. Ethan a perdu son poste dans l'entreprise en moins d'une semaine. Le conseil d'administration n'a pas eu à délibérer longtemps. Ses problèmes juridiques ne faisaient que commencer. La procédure criminelle prendrait des années. L'issue était incertaine et des débats portaient sur la responsabilité d'un garçon de 17 ans, 44 ans après les faits. Le droit est complexe. Mais il avait quitté l'entreprise. Disparu de la scène publique, de tout ce qui portait le nom de Harrington. L'empire que sa mère avait bâti et qui s'était enrichi grâce à l'héritage d'une jeune fille disparue ne lui appartenait plus. La première chose qu'Isabella a faite a été d'essayer de s'habituer à ce nom. Comme essayer un manteau à sa taille mais qui lui semblait étrange parce qu'elle ne l'avait jamais porté auparavant, elle ne s'y habitua pas. Elle est retournée à son appartement. Elle est restée assise là pendant 3 jours. Elle n'a répondu au téléphone que pour Victoria. Elle tenait un collier entre ses mains et laissa l'ampleur de la situation s'installer lentement, comme les sédiments se déposent au fond de l'eau quand on arrête de la remuer. 43 ans. Elle avait vécu 43 ans, et pendant 27 d'entre eux, elle avait été invisible aux yeux de ceux qui l'aimaient. Elle avait travaillé fort, lutté, économisé chaque sou chaque mois, et s'était couchée épuisée chaque soir dans une chambre donnant sur un mur de briques. Pendant tout ce temps, elle avait été la fille disparue de quelqu'un. Elle avait été aimée. Elle avait été désirée. Elle avait eu un père. Il était mort 8 ans plus tôt sans savoir qu'il lui avait écrit ces lettres dont elle ignorait l'existence, qui avait créé un fonds en fiducie pour son retour et avait passé le reste de sa vie à la rechercher en silence. Elle avait été kidnappée, pas abandonnée. Enlevée. Cette distinction avait une importance qu'elle ne pouvait pas exprimer tout de suite, mais elle savait qu'elle comptait. Elle la ressentait profondément, au plus profond d'elle-même. Comme lorsqu'une chose bouleverse notre compréhension de tout ce qui l'a précédé. Le 4e jour, elle a appelé Victoria. « Je veux voir la maison », dit-elle. « La chambre. Ce qui reste. » Victoria est restée silencieuse un moment au téléphone. «
Je l'ai laissé exactement comme c'était, dit-elle. Isabella respira profondément. Je sais, dit-elle. J'aimerais bien le voir. La chambre était exactement comme Victoria l'avait décrite. Exactement comme il y a 27 ans. Les mêmes couleurs. Les mêmes meubles. Sur la commode, des photos d'une jeune fille de 16 ans aux yeux sombres et au sourire qui semblait prêt à faire une remarque spirituelle. Isabella est restée longtemps sur le seuil. Elle s'est ensuite dirigée vers la commode et a pris une des photos. La jeune fille qui y figurait avait l'âge qu'elle avait quand on lui avait tout pris. Elle a étudié attentivement son visage. Comme on étudie le visage d'un inconnu. Puis, lentement, elle l'a reconnu. Pas comme un souvenir à proprement parler, mais comme quelque chose enfoui sous la mémoire. Quelque chose qui avait toujours été là. Je ne me souviens pas de grand-chose, dit-elle à Victoria, qui se tenait derrière elle. Je ne suis pas certaine de m'en souvenir un jour. Le docteur a expliqué que ce type de traumatisme crânien causait des pertes de mémoire. Les trous de mémoire à long terme ne se résorbent généralement pas, c'est correct, a répondu Victoria. On a le temps maintenant. On va créer de nouveaux souvenirs. Isabella déposa délicatement la photo. Sur la commode, à côté des photographies, se trouvait une petite boîte, du genre de celle qu'on range dans les bijoux, recouverte de velours et fermée par des charnières. Isabella ne l'avait pas remarqué au début. Elle l'a ouvert à présent. À l'intérieur se trouvait un mot, écrit d'une main qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui lui semblait étrangement familière. Comme ces endroits qu'on imagine parfois dans ses rêves, même quand on sait qu'on n'y a jamais mis les pieds. Pour Isabella, à l'occasion de son 16e anniversaire, puis ce mot te rappelait toujours que tu es connu, que tu es aimé et que tu as nous. C'était le petit mot qui accompagnait le collier. Isabella l'a tenu longtemps entre ses mains. Puis elle le serra délicatement contre sa poitrine et laissa libre cours à ses larmes. Des larmes profondes et intenses, sans aucune retenue. Celles qu'elle ne s'était pas permises depuis le début, car elle était trop occupée à se contenir. Victoria a pris sa fille dans ses bras et l'a serrée contre elle, alors qu'elle parcourait le domaine ensemble les semaines suivantes. Isabella a découvert dans le bureau privé une boîte contenant la correspondance de son père, datant des années qui ont suivi sa disparition. Il s'appelait Harold. Il était décédé d'une insuffisance cardiaque 8 ans auparavant. Les docteurs avaient dit que son cœur s'affaiblissait depuis des années. Victoria pensait parfois, en secret, aux heures où de telles pensées étaient permises, que le chagrin pouvait affaiblir le cœur autant que n'importe quelle autre cause physique. Les lettres qu'Harold avait écrites n'ont jamais été envoyées, car il n'y avait personne à qui les adresser. Il avait écrit à Isabella des dizaines de lettres, pendant des années. Il lui écrivait comme si elle était quelque part, à portée de la main, en train de lire, quelque part juste un peu au-delà de son champ de vision. Il lui parlait des saisons, du jardin, des événements familiaux et du manque qu'il ressentait à cause de son rire. Dans une lettre, il avait écrit « Je sais que tu es vivant. Je n'ai pas de preuves qui satisferaient un tribunal, mais je le sais, au plus profond de moi, comme les pères le savent, quelque part au-delà de la logique, au-delà de la raison. Tu es vivant, et quelque part, quelqu'un qui ignore qui tu te regarde et ne voit qu'une personne ordinaire. Il se trompe, et un jour le monde entier saura qu'il se trompe. » Isabella a lu la lettre 4 fois. Puis, elle l'a pliée soigneusement et l'a glissée dans la poche de son manteau gris, celui à la doublure chaude, qu'elle portait encore, et l'a gardé près d'elle. Victoria offrait tout à sa fille. Elle lui a offert la chambre et la propriété. Elle lui proposa aussi la restitution légale de l'intégralité de son héritage, pour lequel les avocats s'affairaient déjà aux démarches nécessaires. Un montage complexe et de grande envergure, impliquant des sommes considérables et nécessitant du temps, mais qui permettrait finalement à Isabella de récupérer ce qui lui avait toujours appartenu. Elle lui a proposé un rôle au sein de la fondation familiale, un poste dans l'entreprise, si elle le souhaitait. Isabella a écouté attentivement, avec l'attention de quelqu'un qui a longtemps dû se débrouiller avec peu de moyens et qui, par conséquent, ne prend pas une telle opportunité à la légère. « Je ne suis pas certaine pour l'entreprise, dit-elle. Je n'ai jamais été une femme d'affaires. J'ai été plongeuse, femme de ménage, serveuse, et j'ai même fait du transport. Je ne sais pas ce que je ferais dans un bureau. »« Tu apprendrais, » a dit Victoria. « Peut-être, » répondit Isabella, « mais ce que je veux vraiment, ce que je crois vouloir vraiment, si tant est que je puisse avoir le droit de vouloir quelque chose précisément, c'est faire quelque chose pour les gens qui se trouvent dans la même situation que moi. » Victoria l'a regardé, les enfants placés en famille d'accueil. Isabella dit « Ceux qui meurent sans rien, ceux qui n'ont ni dossier, ni passé, ni personne à qui s'adresser. Ceux qui portent leur histoire dans les quelques objets qu'ils possèdent. » Quand ils furent amenés, elle toucha le collier à son cou. « Je sais exactement de quoi il s'agit. Je le sais de l'intérieur, et ils sont légion. » La fondation a été restructurée en quelques mois. Une nouvelle division a été créée. Elle se consacrait spécifiquement au soutien des jeunes quittant le système de placement familial, les aidant à constituer leur dossier, à retracer leur histoire et à retrouver leurs liens familiaux. Généreusement financée, elle était dirigée avec la détermination particulière de quelqu'un qui avait quelque chose à prouver, pas au monde entier. Mais chaque version d'elle-même qui s'était retrouvée seule dans un petit appartement, se sentant insignifiante, c'était Isabella qui la contrôlait. Elle y excellait.
Plusieurs mois plus tard, par un matin paisible, Isabella était assise à la fenêtre d'une pièce d'un immeuble Harrington qui était maintenant le sien. Elle s'était installée lentement, petit à petit, une petite décision après l'autre, jusqu'à ce que l'appartement donnant sur le mur de briques soit derrière elle, et que ce soit désormais sa vie. La ville, à l'extérieur, était animée et lumineuse, vacant à ses occupations avec l'indifférence propre aux villes, totalement indifférente au sort de chacun. Isabella tenait le collier dans ses mains. Elle l'avait enlevé pour la première fois de mémoire la veille au soir. Elle l'avait posé sur la commode et l'avait regardé de loin avant de s'endormir. Elle voulait savoir ce que ça ferait de s'en passer, juste pour une nuit, pour voir si elle en était capable. Elle avait bien dormi. Le matin, elle avait repris, non plus par besoin comme autrefois, comme le seul lien qui la rattachait à quelque chose, mais par envie, parce qu'il était beau, parce qu'il lui avait été offert avec amour par des gens qui faisaient désormais partie de sa vie, et non plus seulement mystère. Ce n'était plus un indice. Ce n'était plus une question. C'était simplement un collier, un rubis rouge sur une chaîne en or, chaud contre sa peau, qui avait entrepris un long et terrible voyage, et qui avait finalement trouvé sa place. Elle l'a attaché autour de son cou. Elle descendit. Elle entendait Victoria dans la cuisine, parlant au téléphone de cette voix sèche et déterminée qu'elle employait lorsqu'elle réglait quelque chose d'important, et elle reconnut dans sa voix la recherche du mot juste par Isabella. À la maison, pensa-t-elle. C'était le foyer. Et voilà, mes amis, l'histoire de ce collier. L'histoire d'une femme qui servait du champagne en manteau gris, sans savoir qu'elle était une fille disparue. L'histoire d'une mère qui a cherché pendant 27 ans, sans jamais se permettre de croire que les recherches étaient terminées. L'histoire d'une vérité qui a patiemment attendu dans l'ombre, jusqu'au moment venu de se dévoiler au grand jour. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager. Laissez un commentaire pour nous dire quel passage vous a le plus marqué. Était-ce ce moment dans la salle de bal? Les lettres du père? Le moment où Victoria et Isabella ont ouvert cette enveloppe ensemble? On veut le savoir. Et si vous êtes là, en ce moment, à vous sentir comme une personne insignifiante, sans passé, sans nom qui a du sens, sans lien avec ce qui compte vraiment, écoutez ceci. Le collier est toujours là. Parfois, on ne le voit tout simplement pas encore. Merci d'avoir regardé. On se revoit pour une prochaine histoire. Transcrit par TurboScribe. Passez à illimité pour supprimer ce message. Brown était loin du bâtiment principal. Le lendemain matin, elle avait disparu. Walter avait été interrogé par la police. Il leur avait dit ce qu'il disait maintenant à Victoria, mais ses déclarations originales, les vraies, n'apparaissaient dans aucun document de l'enquête. Ils avaient été remplacés par une version plus courte et simplifiée, indiquant seulement qu'il avait conduit une famille et n'avait rien d'autre à ajouter. Je me suis toujours posé la question, dit Walter. Si j'avais dû en faire plus, en dire plus, insister davantage. T'as dit la vérité, a dit Victoria. D'autres ont choisi de l'étouffer. Walter hocha lentement la tête. Puis il a regardé avec le regard prudent d'un vieil homme qui a gardé des secrets trop longtemps. Le jeune maître, dit-il. Il n'en savait plus qu'il ne le disait. J'en ai toujours été convaincu. Il avait ce regard, celui de quelqu'un qui attend de voir si ses actions vont se retourner contre lui. Maintenant, mes amis, je vous invite à prendre une grande inspiration, car nous allons aborder le cœur de cette histoire, celle qui explique tout. Et je vous le promets vraiment, une fois qu'on aura fini, vous ressentirez toutes les émotions possibles. Avant ça, n'hésitez pas à commenter dès maintenant. Êtes-vous choqué? Avez-vous soupçonné Ethan dès le début? Faites-le nous savoir dans les commentaires. On les lit tous. Et si vous n'avez pas encore partagé cette histoire, faites-le maintenant, car la suite est tellement incroyable que personne ne la croira avant de l'avoir lue. Bon, reprenons. Victoria a organisé le test d'ADN discrètement. Elle n'en a rien dit à Ethan. Elle n'en parla à personne dans la maison, sauf à Catherine, qui géra l'organisation avec le même professionnalisme et la même rigueur qu'elle mettait dans tout ce qu'elle entreprenait. Grace accepta sans hésiter. Assise dans le petit cabinet médical pendant l'examen, elle est restée immobile, le dos bien droit, adoptant la posture qu'elle avait apprise au fil des ans, seule. Victoria attendait dans la salle d'attente à l'extérieur. Ils n'avaient pas parlé de ce qu'ils espéraient des résultats. Ils n'en avaient pas eu besoin. L'échantillon a été envoyé à 2 laboratoires différents pour confirmation. Les résultats étaient attendus dans 10 jours. Le 4e jour, Ethan est arrivé à la propriété sans prévenir. Victoria s'y attendait, pas au moment précis, mais à l'événement lui-même. Le moment où Ethan ne pourrait plus gérer la situation à distance et devrait venir en personne. Il est entré dans son bureau, s'est assis en face d'elle, a croisé les jambes et l'a regardée avec le visage impassible qu'il avait toujours arboré. Le visage qui disait que tout allait bien. J'y ai réfléchi. Tout va bien. J'ai entendu des choses, dit-il, à propos de la femme du gala, sur la tournure que prennent les événements. Et vous? Demanda Victoria. Maman, je m'en fais pour vous. Cette femme a découvert qui vous êtes et elle fait exactement ce que font les gens dans sa situation. Elle vous dit ce que vous voulez entendre. Elle a trouvé un collier quelque part, l'a acheté, l'a hérité, qui sait, et elle s'en sert pour. Elle ne l'a pas trouvé, a dit Victoria. Elle le portait depuis son arrivée dans un orphelinat,
sans aucun souvenir ni nom. Elle avait alors 16 ou 17 ans. Il était autour de son cou. Ethan resta silencieux un instant. Ça veut pas dire. J'ai été à l'orphelinat, dit Victoria. J'ai parlé à Raymond Carter. J'ai parlé à l'infirmière de l'hôpital. J'ai consulté les documents financiers d'il y a 27 ans. Le silence qui a suivi était différent des autres silences. Elle avait une forme. Elle avait du poids. Ethan décroisa les jambes. Il les franchit de nouveau. Un petit changement, presque imperceptible, est apparu sur son visage. Pas suffisant pour quiconque ne le connaissait pas, mais Victoria, elle, le connaissait depuis toujours. Je vois, dit-il. Les résultats des analyses d'ADN seront disponibles dans 6 jours, a expliqué Victoria. J'aimerais que vous soyez là à leur réception. Ethan se leva. Il a lissé sa veste. Il a regardé sa mère de ses yeux calmes, et derrière ce calme apparent, elle pouvait maintenant le voir. Elle le voyait si clairement maintenant. Quelqu'un a vécu là pendant 27 ans. Bien sûr, dit-il. Tout ce dont vous avez besoin. Il est parti et Victoria est restée seule dans son bureau, sentant la vérité s'abattre sur elle avec une froideur implacable. Les résultats sont arrivés le 10e jour, mais la veille, un autre événement survint. Une enveloppe s'est glissée sous la porte du bureau de Catherine. À l'intérieur, une clé USB. Sur la clé se trouvait un enregistrement. Enregistrement audio de 17 minutes, de piètre qualité et grésillante. Il a été fait avec un petit appareil courant il y a 27 ans. La qualité sonore était mauvaise, mais les voix restaient assez claires. 2 voix masculines. L'une était plus jeune, l'autre plus âgée. La plus jeune voix a dit qu'elle avait trouvé les documents. Elle allait le dire à ma mère. Je ne pouvais pas laisser faire ça. La voix plus vieille a demandé, « Que as-tu fait exactement ?» Un silence. Il y a eu un accident. Elle est tombée. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. J'ai paniqué. Je t'ai appelé parce que je savais plus quoi faire. Et la petite fille? Elle est vivante. Elle est blessée. Elle ne sait pas qui elle est en ce moment. La blessure à la tête a causé quelque chose. Elle ne s'en rappelle pas. Un long silence. Alors on peut gérer ça. La voix plus vieille dit, on peut la faire disparaître sans laisser de traces. Sans laisser de corps. Aucune trace. Disparue, tout simplement. Elle réapparaît quelque part, sans souvenir, sans nom et sans aucun lien avec votre famille. Elle devient une personne. La voix plus jeune a mis du temps à répondre. C'est ma sœur. Elle a finalement dit, elle allait prendre la moitié de tout ce que tu vas hériter. La voix plus âgée a simplement ajouté. Et puis, l'enregistrement s'est arrêté. Catherine resta assise longtemps, les mains à plat sur son bureau, avant d'appeler Victoria. L'enveloppe contenait aussi une clé. Il a fallu 3 jours à l'équipe juridique de Catherine et Victoria pour identifier le coffre-fort qu'elle ouvrait. Lorsqu'ils l'ont trouvé dans une banque qui avait changé de nom 2 fois en 27 ans, mais qui avait conservé ses archives, son contenu a été soigneusement placé sur une table et photographié avant que quiconque n'y touche. À l'intérieur se trouvaient les documents originaux de l'enquête de police. Les vrais. Les versions antérieures aux déclarations étaient modifiées et les preuves ont été dissimulées. Il y avait des photographies. Il y avait des dépositions signées de témoins. Sur l'enregistrement figurait une confession manuscrite du vieil homme, rédigée, semblait-il, comme une sorte de garantie. Parfois, quand on sait qu'on commet un acte terrible, on le consigne par écrit, comme si ce document pouvait un jour nous disculper. Son nom était inscrit au bas de la page. Sa profession était indiquée sous son nom. Il a été conseiller juridique principal de la famille Harrington pendant 30 ans. Il était décédé 4 ans auparavant, mais il avait laissé le coffret et la clé avaient suivi un chemin précis. Il leur faudrait des mois pour démêler le contenu d'une enveloppe glissée sous une porte, 9 jours après l'envoi d'un test d'ADN à 2 laboratoires différents. Quelqu'un voulait que cette enveloppe soit retrouvée. Quelqu'un attendait le moment opportun. Victoria avait demandé à Grace de venir au domaine le matin où les résultats arriveraient. Grace est arrivée vêtue de son manteau gris, celui qu'elle portait en toute saison. Elle s'est assise en face de Victoria à la table du salon où elles avaient eu leur première conversation. Le collier était autour de son cou. La lumière du matin entrait par la fenêtre et les enveloppait tous les deux d'une douce lumière. L'enveloppe était posée sur la table entre eux. Pendant longtemps, aucun des deux n'a bougé pour l'ouvrir. Quoi qu'il ait décrit, dit finalement Grace, je veux que tu saches que ces semaines ont été. Elle s'interrompit, puis reprit, personne ne m'a jamais regardé comme tu me regardes. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. Les yeux de Victoria brillaient d'une émotion qu'elle dissimulait avec une extrême précaution. Quoi que ça dise, répondit-elle, je connais déjà la vérité. Je le sais depuis des semaines. Mon corps le sait depuis cette nuit dans la salle de bal. Elle a ramassé l'enveloppe. Elle l'ouvrit. Elle l'a lu une fois. Puis elle le posa à plat sur la table et le lissa entre ses mains comme s'il s'agissait d'un objet précieux. Il y a 99,998% de chances qu'il s'agisse d'une relation mère-fille biologique. Grace était Isabella. Isabella était Grace. Elle avait vécu tout ce temps. 27 ans de vie, seule, portant un collier, seul lien avec la vie qui lui avait été volée en une seule nuit terrible, alors qu'elle avait 16 ans. Victoria tendit la main par-dessus la table et prit celle de Grace dans les siennes.
Grace, qui avait passé 43 ans sans être tenue dans les bras, sans être reconnue, sans appartenir à personne, resta immobile un instant, puis quelque chose en elle, longtemps crispé, se relâcha. Elle n'a fait aucun bruit. Mais les larmes coulaient rapidement et en silence. Comme l'eau qui se libère enfin de ce qui la bloquait. Victoria s'est pris les mains et a pleuré elle aussi. Ouvertement, sans la moindre dignité, sans se soucier le moins du monde de la dignité. Et pour cette raison, c'était l'une des choses les plus dignes qu'elle ait jamais faites. Ethan a été convoqué au domaine cet après-midi-là. Il est arrivé accompagné de son avocat, qui a révélé à Victoria la nature de son appel. Il avait deviné, on le lui avait dit, ou bien son esprit calculateur et méthodique, aiguisé par la nature même de sa vie, avait fait les calculs et trouvé la réponse avant même qu'elle ne la lui donne. Il s'assit. Il demeurait très calme, ou plutôt, il affichait un calme forcé, comme on porte un manteau devenu trop petit. Le calme cache les formes, mais on devine la tension aux coutures. Victoria a mis les résultats des analyses d'ADN sur la table. Elle a ensuite mis le contenu du coffre-fort à côté. Finalement, elle a posé la transcription de l'enregistrement audio. Ethan a longuement regardé les objets posés sur la table sans dire un mot. J'avais 17 ans, finit-il par dire d'une voix faible. J'ai pris une décision qu'un gars de 17 ans n'aurait jamais dû avoir à prendre. Vous avez pris une décision. Victoria a donné son accord, puis tu en as pris une autre, et encore une autre. Pendant 27 ans, tu as pris la décision chaque jour de laisser ta sœur vivre comme une inconnue pendant que tu vivais pleinement. Ethan est resté silencieux. Je ne savais pas qu'elle avait survécu, dit-il. Pas au début. On m'a dit qu'on s'occuperait d'elle, qu'on la placerait quelque part. Je me suis dit que ça suffisait. Je me disais qu'elle était vivante et en sécurité, et c'était tout ce qui comptait. J'y croyais. Parce que j'en avais besoin. Elle n'était pas en sécurité, a dit Victoria. Elle était toute seule. Elle était sans abri à l'adolescence. Elle a travaillé 3 emplois pendant des années. Elle n'a rien eu. Ethan regarda la table. Je sais, a-t-il dit très doucement. Je sais. Grace n'était pas présente à ce moment-là. Victoria ne le lui avait pas demandé. Ce rôle n'était pas pour Grace. Ce rôle, Victoria devait le jouer seule. En tant que mère, en tant que femme trompée pendant 27 ans par la seule personne au monde en qui elle avait une confiance absolue après la disparition d'Isabella. Les autorités seront contactées aujourd'hui, a déclaré Victoria. La procédure légale suivra son cours. Mais j'aimerais vous dire quelque chose avant que tout ça commence. Elle a regardé son fils. Je t'aimais, dit-elle. Je t'aime encore, comme une mère aime son enfant, même quand celui-ci a commis l'impardonnable. Mais je ne te pardonnerai jamais et tu passeras le reste de ta vie à savoir que, par ton choix, ta sœur a passé 27 ans à rien vivre. C'est un fardeau que tu porteras. Je ne peux ni l'alourdir ni l'effacer. Je voulais juste que tu saches que je sais. Ethan ne dit rien. Il est resté assis là, accablé par le poids de ses actes, un poids qu'il ne lui avait apparemment jamais ressenti auparavant. Ou peut-être que la pression avait toujours été aussi forte et qu'il s'était tellement habitué à ne plus la sentir qu'il avait oublié ce que c'était que de la ressentir à nouveau. Elle est revenue tout d'un coup. L'affaire est devenue publique, comme c'est inévitable dans ces cas-là. Trop important pour rester contenu. Trop remarquable pour rester silencieux. Tout a commencé avec des journalistes qui avaient été mis au courant. Puis un document juridique devenu public. Puis une déclaration de l'équipe juridique de Victoria. Puis l'enregistrement obtenu par des voix détournées qui ferait l'objet de débats judiciaires pendant des années. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, partout à la fois. Comme un feu de forêt qui se propage sur un sol longtemps desséché. La fille. Le collier. Les 27 ans. Le frère. La dissimulation. L'orphelinat. Le détective. L'infirmière. L'enregistrement. La boîte. On n'arrêtait pas d'en parler. Pas seulement d'une fortune colossale. Pas seulement un scandale. Mais l'élément humain au cœur de tout cela. Une femme en manteau gris portant un plateau de coupe de champagne. Un collier qu'elle n'avait jamais quitté. Une mère qui n'avait jamais cessé de chercher. Grace, Isabella, n'a pas parlé aux médias. Elle a demandé le respect de sa vie privée et l'équipe juridique très compétente et très coûteuse de Victoria s'est assurée qu'elle l'obtienne. Au moins autant que possible. Ethan a perdu son poste dans l'entreprise en moins d'une semaine. Le conseil d'administration n'a pas eu à délibérer longtemps. Ses problèmes juridiques ne faisaient que commencer. La procédure criminelle prendrait des années. L'issue était incertaine et des débats portaient sur la responsabilité d'un garçon de 17 ans, 44 ans après les faits. Le droit est complexe. Mais il avait quitté l'entreprise. Disparu de la scène publique, de tout ce qui portait le nom de Warrington. L'empire que sa mère avait bâti et qui s'était enrichi grâce à l'héritage d'une jeune fille disparue ne lui appartenait plus. La première chose qu'Isabella a faite a été d'essayer de s'habituer à ce nom. Comme essayer un manteau à sa taille mais qui lui semblait étrange parce qu'elle ne l'avait jamais porté auparavant, elle ne s'y habitua pas. Elle est retournée à son appartement. Elle est restée assise là pendant 3 jours. Elle n'a répondu au téléphone que pour Victoria. Elle tenait un collier entre ses mains et laissa l'ampleur de la situation s'installer lentement, comme les sédiments se déposent au fond de l'eau quand on arrête de la remuer. 43 ans. Elle avait vécu 43 ans,
et pendant 27 d'entre eux, elle avait été invisible aux yeux de ceux qui l'aimaient. Elle avait travaillé fort, lutté, économisé chaque sou chaque mois, et s'était couchée épuisée chaque soir dans une chambre donnant sur un mur de briques. Pendant tout ce temps, elle avait été la fille disparue de quelqu'un. Elle avait été aimée. Elle avait été désirée. Elle avait eu un père. Il était mort 8 ans plus tôt sans savoir qu'il lui avait écrit ces lettres dont elle ignorait l'existence, qui avait créé un fonds en fiducie pour son retour et avait passé le reste de sa vie à la rechercher en silence. Elle avait été kidnappée, pas abandonnée. Enlevée. Cette distinction avait une importance qu'elle ne pouvait pas exprimer tout de suite, mais elle savait qu'elle comptait. Elle la ressentait profondément, au plus profond d'elle-même. Comme lorsqu'une chose bouleverse notre compréhension de tout ce qui l'a précédé. Le 4e jour, elle a appelé Victoria. « Je veux voir la maison », dit-elle. « La chambre. Ce qui reste. » Victoria est restée silencieuse un moment au téléphone. « Je l'ai laissé exactement comme c'était, » dit-elle. Isabella respira profondément. « Je sais, » dit-elle. « J'aimerais bien le voir. » La chambre était exactement comme Victoria l'avait décrite. Exactement comme il y a 27 ans. Les mêmes couleurs. Les mêmes meubles. Sur la commode, des photos d'une jeune fille de 16 ans aux yeux sombres et au sourire qui semblait prêt à faire une remarque spirituelle. Isabella est restée longtemps sur le seuil. Elle s'est ensuite dirigée vers la commode et a pris une des photos. La jeune fille qui y figurait avait l'âge qu'elle avait quand on lui avait tout pris. Elle a étudié attentivement son visage. Comme on étudie le visage d'un inconnu. Puis, lentement, elle l'a reconnu. Pas comme un souvenir à proprement parler, mais comme quelque chose enfoui sous la mémoire. Quelque chose qui avait toujours été là. « Je ne me souviens pas de grand-chose, » dit-elle à Victoria, qui se tenait derrière elle. « Je ne suis pas certaine de m'en souvenir un jour. » Le docteur a expliqué que ce type de traumatisme crânien causait des pertes de mémoire. « Les trous de mémoire à long terme ne se résorbent généralement pas, c'est correct, » a répondu Victoria. « On a le temps maintenant. On va créer de nouveaux souvenirs. » Isabella déposa délicatement la photo. Sur la commode, à côté des photographies, se trouvait une petite boîte, du genre de celles qu'on range dans les bijoux, recouverte de velours et fermée par des charnières. Isabella ne l'avait pas remarqué au début. Elle l'a ouvert à présent. À l'intérieur se trouvait un mot, écrit d'une main qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui lui semblait étrangement familière. Comme ces endroits qu'on imagine parfois dans ses rêves, même quand on sait qu'on n'y a jamais mis les pieds. Pour Isabella, à l'occasion de son 16e anniversaire, puisse ce mot te rappeler toujours que tu es connu, que tu es aimé et que tu as nous. C'était le petit mot qui accompagnait le collier. Isabella l'a tenu longtemps entre ses mains. Puis elle le serra délicatement contre sa poitrine et laissa libre cours à ses larmes. Des larmes profondes et intenses, sans aucune retenue. Celles qu'elle ne s'était pas permises depuis le début, car elle était trop occupée à se contenir. Victoria a pris sa fille dans ses bras et l'a serrée contre elle, alors qu'elle parcourait le domaine ensemble les semaines suivantes. Isabella a découvert dans le bureau privé une boîte contenant la correspondance de son père, datant des années qui ont suivi sa disparition. Il s'appelait Harold. Il était décédé d'une insuffisance cardiaque 8 ans auparavant. Les docteurs avaient dit que son cœur s'affaiblissait depuis des années. Victoria pensait parfois, en secret, aux heures où de telles pensées étaient permises, que le chagrin pouvait affaiblir le cœur autant que n'importe quelle autre cause physique. Les lettres qu'Harold avait écrites n'ont jamais été envoyées, car il n'y avait personne à qui les adresser. Il avait écrit à Isabella des dizaines de lettres, pendant des années. Il lui écrivait comme si elle était quelque part, à portée de la main, en train de lire, quelque part juste un peu au-delà de son champ de vision. Il lui parlait des saisons, du jardin, des événements familiaux et du manque qu'il ressentait à cause de son rire. Dans une lettre, il avait écrit « Je sais que tu es vivant. Je n'ai pas de preuves qui satisferaient un tribunal, mais je le sais, au plus profond de moi, comme les pères le savent, quelque part au-delà de la logique, au-delà de la raison. Tu es vivant, et quelque part, quelqu'un qui ignore qui tu te regardes et ne voit qu'une personne ordinaire. Il se trompe, et un jour le monde entier saura qu'il se trompe. » Isabella a lu la lettre 4 fois. Puis, elle l'a pliée soigneusement et l'a glissée dans la poche de son manteau gris, celui à la doublure chaude, qu'elle portait encore, et l'a gardé près d'elle. Victoria offrait tout à sa fille. Elle lui a offert la chambre et la propriété. Elle lui proposa aussi la restitution légale de l'intégralité de son héritage, pour lequel les avocats s'affairaient déjà aux démarches nécessaires. Un montage complexe et de grande envergure, impliquant des sommes considérables et nécessitant du temps, mais qui permettrait finalement à Isabella de récupérer ce qui lui avait toujours appartenu. Elle lui a proposé un rôle au sein de la fondation familiale, un poste dans l'entreprise, si elle le souhaitait. Isabella a écouté attentivement, avec l'attention de quelqu'un qui a longtemps dû se débrouiller avec peu de moyens et qui, par conséquent, ne prend pas une telle opportunité à la légère. « Je ne suis pas certaine pour l'entreprise, » dit-elle. « Je n'ai jamais été une femme d'affaires. J'ai été plongeuse, femme de ménage, serveuse, et j'ai même fait du transport. Je ne sais pas ce que je ferais dans un bureau. »« Tu apprendrais, » a dit Victoria. « Peut-être, » répondit Isabella, « mais ce que je veux vraiment, ce que je crois vouloir vraiment,
Si tant est que je puisse avoir le droit de vouloir quelque chose précisément, c'est faire quelque chose pour les gens qui se trouvent dans la même situation que moi. Victoria la regardait, les enfants placés en famille d'accueil. Isabella dit, ceux qui meurent sans rien, ceux qui n'ont ni dossier, ni passé, ni personne à qui s'adresser. Ceux qui portent leur histoire dans les quelques objets qu'ils possèdent. Quand ils furent amenés, elle toucha le collier à son cou. Je sais exactement de quoi il s'agit. Je le sais de l'intérieur, et ils sont légion. La fondation a été restructurée en quelques mois. Une nouvelle division a été créée. Elle se consacrait spécifiquement au soutien des jeunes quittant le système de placement familial, les aidant à constituer leur dossier, à retracer leur histoire et à retrouver leurs liens familiaux. Généreusement financée, elle était dirigée avec la détermination particulière de quelqu'un qui avait quelque chose à prouver, pas au monde entier. Mais chaque version d'elle-même qui s'était retrouvée seule dans un petit appartement, se sentant insignifiante, c'était Isabella qui la contrôlait. Elle y excellait. Plusieurs mois plus tard, par un matin paisible, Isabella était assise à la fenêtre d'une pièce d'un immeuble Harrington qui était maintenant le sien. Elle s'était installée lentement, petit à petit, une petite décision après l'autre, jusqu'à ce que l'appartement donnant sur le mur de briques soit derrière elle, et que ce soit désormais sa vie. La ville, à l'extérieur, était animée et lumineuse, vacant à ses occupations avec l'indifférence propre aux villes, totalement indifférente au sort de chacun. Isabella tenait le collier dans ses mains. Elle l'avait enlevé pour la première fois de mémoire la veille au soir. Elle l'avait posé sur la commode et l'avait regardé de loin avant de s'endormir. Elle voulait savoir ce que ça ferait de s'en passer, juste pour une nuit, pour voir si elle en était capable. Elle avait bien dormi. Le matin, elle avait repris, non plus par besoin comme autrefois, comme le seul lien qui la rattachait à quelque chose, mais par envie, parce qu'il était beau, parce qu'il lui avait été offert avec amour par des gens qui faisaient désormais partie de sa vie, et non plus seulement un mystère. Ce n'était plus un indice. Ce n'était plus une question. C'était simplement un collier, un rubis rouge sur une chaîne en or, chaud contre sa peau, qui avait entrepris un long et terrible voyage, et qui avait finalement trouvé sa place. Elle l'a attaché autour de son cou. Elle descendit. Elle entendait Victoria dans la cuisine, parlant au téléphone de cette voix sèche et déterminée qu'elle employait lorsqu'elle réglait quelque chose d'important, et elle reconnut dans sa voix la recherche du mot juste par Isabella. À la maison, pensa-t-elle. Ce son, c'était le foyer. Et voilà, mes amis, l'histoire de ce collier. L'histoire d'une femme qui servait du champagne en manteau gris, sans savoir qu'elle était une fille disparue. L'histoire d'une mère qui a cherché pendant 27 ans, sans jamais se permettre de croire que les recherches étaient terminées. L'histoire d'une vérité qui a patiemment attendu dans l'ombre, jusqu'au moment venu de se dévoiler au grand jour. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager. Laissez un commentaire pour nous dire quel passage vous a le plus marqué. Était-ce ce moment dans la salle de bal? Les lettres du père? Le moment où Victoria et Isabella ont ouvert cette enveloppe ensemble? On veut le savoir. Et si vous êtes là, en ce moment, à vous sentir comme une personne insignifiante, sans passé, sans nom qui a du sens, sans lien avec ce qui compte vraiment, écoutez ceci. Le collier est toujours là.